bienvenue dans notre deuxième vidéo, notre deuxième rendez-vous. Et aujourd'hui, on vient vous parler de l'automne. Voilà, donc on vous a fait une petite sélection de recommandations de livres à lire, particulièrement en automne, et puis de livres qu'on aimerait lire, nous. Voilà, de notre palle, de notre gigantesque palle. Notre montagne. On a dû en sélectionner que 5, alors accrochez-vous. Enfin 5, on a un peu triché. Oui, on a un peu triché. C'est passé en 8. Avec notre petite tasse, évidemment. Et aujourd'hui, on boit une petite tisane des Mémoires de la forêt pour le tome numéro 2. On vous en parle juste après. Évidemment, il est dans notre sélection. Du coup, c'est parti. C'est parti. On va commencer par du coup les 5 recommandations, chacune pour l'automne. Donc on a sélectionné 5 livres qu'on a déjà lus, qu'on a beaucoup appréciés, voilà, qui représentent pour nous l'automne et qu'on vous conseille. Voilà, vivement. Et ben, commençons directement avec celui qui crie le plus l'automne pour moi. Mémoires de la forêt, regardez-moi cette couverture. Si ça ne crie pas l'automne, tout ça. Voilà. Donc ici, c'est le tome 2, qui se passe en effet en automne, puisque le tome 1 était plus sur l'été. Donc on retrouve nos personnages préférés, notamment Archibald de Renard, qui va cette fois être accompagné de son petit-neveu. J'adore. Il est trop choupinou ce personnage. Voilà, et donc ici, il y a Célestin Loup qui va arriver, qui va dire « Cette librairie, elle ne t'appartient pas, c'est la mienne, c'est un héritage familial. » Et il aura des documents pour le prouver. Donc Archibald Renard, il va se dire « Oh là là, c'est quoi cette histoire ?» Et donc il va enquêter et aller sur les traces de son grand-père à lui, qui a la maladie de la tempête dans la tête. Donc voilà, il va partir un peu à la recherche des carnets de son grand-père. Donc il y a tout ce côté un peu héritage, histoire familiale aussi qu'on retrouve. Et puis Mémoire de la forêt, c'est gourmand, c'est plein de vie, on y parle de théâtre, il y a plein de jeux de mots, de références qui sont délicieuses. Donc je ne peux que vous le recommander, c'est un roman jeunesse une pépite à lire. Voilà. Il y a des sujets, il y a toujours des sujets très forts et très profonds qui sont abordés. Voilà, je recommande aussi. C'est une double recommandation. Voilà. Alors pour ma part, je commence avec un truc un peu plus sombre que Marie. Rouge de Pascaline Nolo. Voilà, en plus il a un joli petit jaspage qui va avec le titre. Donc là on est chez Electrogène, chez Gulfstream, donc on est plutôt pour un roman pour les ados. Donc vraiment tranche d'âge au-dessus. Et ça nous raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Rouge, qui est une jeune fille dont la mère est décédée en couche. Et qui a une énorme marque sur le visage, une marque rouge, d'où son nom, et qui est complètement rejetée dans le village où elle habite. On est dans un espèce de village fantasy moyenâgeux. Il y a une très grande référence au conte, puisque rouge c'est pour notamment le petit chaperon rouge. Dans ce village, à chaque fois qu'une jeune fille a ses règles, pour la première fois, elle est envoyée dans la forêt pour aller à la rencontre de la sorcière et elle ne revient jamais. Et du coup, on suit le personnage de Rouge qui va justement avoir ses règles pour la première fois au début du roman. Et tout le village pense qu'une fois qu'elle sera envoyée dans la forêt, la sorcière sera satisfaite et que la malédiction s'arrêtera. Sauf qu'en fait, ça va être un peu plus complexe que ça. Et donc c'est une histoire de secrets, de mensonges, et puis de contes réécrits, voilà, d'une réécriture du petit chaperon rouge, mais de façon très intelligente. C'est admirablement bien écrit par Pascaline Nolo. Voilà, j'ai été complètement transportée par sa plume. Et comme la couve l'indique, c'est vraiment une histoire très sombre, même dans ce qu'on va apprendre au fur et à mesure. Donc voilà, parfait pour, je trouve, la saison de l'automne. Et il y a un petit trigger warning, viol. Je préfère le préciser voilà, dans ce livre-là. Alors, je reste du coup dans quelque chose de plus cosy. deux salles, deux ambiances. Oui. Ça va changer après, mais pour l'instant, on reste cosy. Avec une lecture que j'ai finie là très récemment, qui est La Société très secrète des sorcières extraordinaires, paru chez Lumen, de Sangu Mandana. Voilà, regardez-moi cette très belle couverture réalisée par Marine Gosselin, qui est adorable en plus, pour avoir travaillé avec elle. Elle est très chouette. Ici, on est sur plutôt du young adulte, mais il y a quand même une scène explicite, je préfère le dire aussi.
Mais c'est une ambiance très cosy. On suit l'histoire de Mika Moon, qui est une sorcière, dans un univers où en fait les sorcières ne peuvent pas se réunir trop longtemps ou vivre sous le même toit parce que la concentration de pouvoir fait que c'est trop dangereux. Du coup, on sent tout de suite le côté un peu solitaire aussi du personnage. Et en fait, elle très intelligente qu'elle est, elle a décidé de se lancer sur une chaîne YouTube où elle fait croire qu'elle est une sorcière, ce qu'elle est réellement, mais comme elle se met en avant, en scène, personne ne croit que c'est une vraie sorcière. Bref, du coup, ça lui permet quand même de pouvoir parler de sa passion et de ce qui fait ce qu'elle est elle. Et en fait, par ce biais-là, elle va être découverte et du coup contactée par Yann, qui a repéré en fait que potentiellement c'était peut-être une vraie sorcière et qui va lui demander de venir éduquer 3 petites sorcières qui vivent avec lui et qui ont besoin en fait d'une éducation à ce niveau-là. Voilà, le pitch de départ c'est ça, et donc Mika Moon va arriver dans cette maison de nulle part, va rencontrer un peu ses habitants, donc il y a Ian, il y a aussi son compagnon, tous deux qui sont octogénaires, enfin voilà. Il y a aussi le bibliothécaire un peu grincheux, on voit tout de suite où ça va aller, et la dernière c'est Lucie. Voilà, donc on rencontre tout ce beau monde. On adore vivre avec eux. C'est vraiment ambiance très cosy, c'est la bonne lecture witchy cosy, je dirais. Donc voilà, ça parle de magie, ça parle de sorcière, mais c'est plein de bienveillance, c'est hyper doudou. Les 3 petites sorcières, elles sont adorables. Il y en a une qui a un petit peu un humour noir, donc elle est assez drôle, je l'aime beaucoup, Terracotta. Ça tournait plus romance au bout d'un moment que ce à quoi je m'attendais. Je pensais vraiment que l'intrigue principale tournerait autour de l'éducation des petites sorcières. Et en fait, c'est dans le fond et ça reste dans le fond. Ça prend jamais en fait le premier plan. Donc voilà. Mais pour moi, ça a été un très joli coup de cœur. Quand même. Mais voilà, il y a juste cette petite scène quand même dans la romance qui est vraiment explicite et qui du coup monte vachement en tranche d'âge pour moi. Alors que sans ça, je l'aurais recommandé même à 12-13 ans, mais dommage. Voilà. Et celui-ci, du coup, moi je l'ai pas lu, mais je le mets dans ma palle. Oui, tu as bien raison. Pour ma part, maintenant, je vais enchaîner avec une BD, cette fois. 109 rue des Soupirs, de Mr. Tan et Yongui Dumont. Je connaissais pas, chez Casterman. Donc le même auteur que celui qui fait Mortel Adèle. Et donc là, on part dans une petite aventure d'un garçon qui arrive dans une ville qui s'appelle Bellenjoie, qui est une ville parfaite où tout le monde est heureux, tout est merveilleux, sauf au 109 rue des Soupirs, où il y a cette espèce de manoir. Et donc du coup, il emménage là avec ses parents. Ses parents ont tendance à être très absents, parce qu'ils ont beaucoup de boulot. Et donc il se retrouve tout seul, et il se trouve que dans ce grand manoir, il y a quelques fantômes, et que ils sont pas méchants en fait. Voilà, donc c'est une petite saga, je sais pas à combien de tomes on est, moi j'ai juste le tome 1, mais j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça parfait pour la saison. Et puis voilà, j'ai beaucoup aimé aussi les dessins, et il y avait une ambiance qui se dégageait qui était plutôt agréable et un peu cosy en fait. Puis c'est une petite enquête, des bêtises, enfin vraiment dans la veine de Mortel Adèle, mais c'est pas il n'y a pas forcément l'humour noir de Mortel Adèle. Voilà. Il y a quelque chose de un petit peu plus haut en âge, c'est Rouille de Floriane Soulas, qui est une autrice dont j'apprécie tout particulièrement la plume, l'inventivité, les univers. Je trouve qu'elle est incroyable. Elle a des personnages aussi hyper forts. Dans Rouille, on suit donc Violente, qui est amnésique. C'est un univers assez sombre quand même, disons-le. On est plongé un peu dans la misère de sa vie. Elle vit à la périphérie d'une sorte de dôme où vivent tous les riches, où là c'est luxe, c'est tout ça, mais voilà. Lequel des deux mondes est le plus agréable ou le plus finalement le meilleur, on ne saurait dire. Et donc Violente, en fait, elle va essayer de trouver un peu qui elle est. Là pour l'instant elle vit en maison close, voilà, elle est parmi les
groupes de mafia, il y a aussi des enfants perdus, enfin voilà. Elle vit dans ce monde de misère et elle essaye de découvrir qui elle est. Et donc il y a toute une enquête aussi, parce qu'il se passe des trucs un peu horribles aussi dans la ville. On est à Paris, j'ai oublié de le dire, mais on est à Paris en fin 19e, dans un fin 19e fantastique. C'est incroyable, enfin, vraiment j'ai été happée par ce roman. Je suis pas forcément toujours fan des ambiances un peu sombres, un peu angoissantes, mais là c'est une plume tellement poétique en même temps, un personnage auquel on s'attache tout de suite, que ça m'a pas du tout dérangé ce côté sombre, de misère, etc. Au contraire, elle nous plongeait dans son univers, dans son ambiance, et j'ai adoré jusqu'au bout suivre cette histoire. Et voilà, donc je ne peux que vous le recommander, c'est vraiment une lecture parfaite en plus pour l'automne, pour l'ambiance. Alors, on sort du cosy, mais, mais c'est génial. Voilà. Alors, pour ma part, j'enchaîne avec un livre que je n'ai pas dans ma bibliothèque parce que je l'ai prêté. Il s'agit de Vampiria de Victor Dixon. On vous mettra une petite image juste là. J'ai lu toute la trilogie et là, on est en train d'avoir un deuxième cycle qui est en cours de parution, qui s'appelle Le Tombeau des Immortels, qui est dans le même univers, publié à la collection R. Donc c'est une uchronie de Victor Dixon. Ça se passe de nos jours, mais avec une société qui est celle en fait de Louis XIV, puisqu'en fait Louis XIV n'est pas mort. Il a survécu, et en fait au lieu de mourir, il a été transformé en vampire. Et donc du coup, la société a complètement été transformée. C'est malin, ça utilise, Victor Dixon utilise plein de choses de l'histoire du coup pour le remettre de nos jours. Et on va suivre en particulier le personnage de Jeanne Froidelac, qui est en fait une jeune fille, elle a à peu près 17-18 ans, et un beau jour débarque chez elle un groupe de soldats qui s'appellent les dragons, qui sont les soldats de la noblesse vampirique, qui soupçonnent ses parents d'être en fait des révolutionnaires de la fronde luttant contre les vampires. Elle voit toute sa famille massacrée, elle s'enfuit et elle se retrouve embarquée à la cour de Versailles sous une fausse identité, avec juste une envie, tuer Louis XIV. Et donc du coup on va la suivre dans ses aventures pour essayer d'atteindre Louis XIV. Donc c'est un roman entraînant. Le personnage au début de Jeanne, j'avais un peu de mal avec elle. Je la trouvais un peu trop gamine, je pense. Mais elle évolue énormément, notamment au fur et à mesure du tome 1 et en particulier dans le tome 2. Et elle devient vraiment très intéressante. Et chaque tome de la saga se passe dans un univers différent. Donc le tome 1, on est à Versailles. Le tome 2, on est à Paris. Le tome 3, je vous laisserai le découvrir. On sent que Victor Dixon s'est beaucoup renseigné sur cette époque-là, sur la politique, sur comment ça fonctionnait. Et en même temps, c'est des références qu'on comprend tous. Et puis bah moi j'aime bien l'Uchronie, donc du coup ça m'a beaucoup plu. Et évidemment c'est une histoire de vampire, donc bah, c'est le bon moment pour la lire, j'ai envie de dire. Bah, on va rester dans les vampires, hein, tant qu'à faire. Je vous ai sélectionné une petite série de mangas. Et alors c'est une série qui est pour moi très nostalgique, parce que c'est vraiment une série que j'ai découverte dans mon adolescence, années étudiantes, etc. C'est Vampire Night. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore, n'hésitez pas à les découvrir, c'est très chouette. C'est en 10 tomes, là je vous ai apporté que les 3 premiers, mais il y en a 10 si je ne me trompe pas. Oh, il y en a peut-être plus que ça, il y en a peut-être 11 ou 12. Bref, c'est pas non plus une série à rallonge, elle est terminée. On suit Yuki, elle fait partie de l'académie Cross, et avec Zero, qui est là. Ils sont un peu les gardiens de l'académie qui en fait se divisent. On a la classe de jour qui est une classe tout à fait normale, basique, et la night class où ce ne sont que des vampires. Dont Kaname qui est là, voilà, fait partie. Et en fait, Yuki, elle se souvient pas du tout de son passé. Et du coup, on va découvrir un petit peu plein de choses sur elle. Zero, lui, il aime pas du tout les vampires. Voilà, s'il pouvait tous les buter, il serait content. Mais bon, ils sont dans une entente toute relative dans l'histoire.
Donc voilà, mais en gros on va suivre tous ces personnages, la night class, donc il y a un côté académie, scolaire et en même temps assez un peu d'histoire de famille, un peu de... Voilà, il y a de l'amour évidemment, de l'amitié, des relations pas toujours très saines, disons-le, il y a quand même un truc qui est un peu choquant, mais... Dans mon adolescence, je m'en foutais un petit peu. Mais je préfère le dire pour ceux que ça dérange. En tout cas, je trouve le trait de Matsuri Ino, oui, parce que je n'ai pas dit, c'est un manga de Matsuri Ino absolument incroyable. Je trouve qu'il est dans la précision. C'est très chargé, c'est du manga assez chargé, mais dans le genre, je trouve que c'est génial. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, en tout cas. Donc voilà. Et puis c'est une histoire de vampire, donc parfait pour l'automne. Alors à mon tour de vous conseiller un nouveau livre, cette fois je vais vous parler de Anatomy Love Story de Dana Schwartz aux éditions Albin Michel, qui est un livre que je viens de terminer. Il y a un tome 2 aussi que j'ai lu, mais que j'ai pas parce que je l'ai prêté. Bon, enfin voilà, la couve déjà vous donne un peu une idée de l'ambiance. On est sur une romance gothique, donc ça se passe à Édimbourg en 1817. Et on suit en fait le personnage de Hazel, qui fait partie de la haute noblesse écossaise, qui ne rêve que d'une chose, c'est de devenir une chirurgienne. Et on est dans une époque où la chirurgie n'est pas encore reconnue. Pas reconnue par les médecins, enfin mal reconnue en tout cas. Et puis une femme, on n'en parle pas quoi, c'est même pas envisageable. Il y aura une femme de la noblesse, encore moins. Et sur son chemin, elle va rencontrer Jack, le beau Jack, qui lui est pas du tout de la noblesse, bien au contraire, et qui pour survivre déterre des cadavres dans les cimetières, dans le cimetière d'Édimbourg, pour les revendre un peu au marché noir, aux écoles de médecine pour les dissections, puisqu'on est vraiment dans cette époque où on essaye de comprendre l'anatomie. Et puis du coup, leur rencontre va à la fois aider Hazel à pouvoir se former en tant que chirurgienne, et puis aussi à Jack de pouvoir survivre, et puis bon, évidemment une romance, je vous laisse imaginer ce qui va se passer. On est vraiment dans une ambiance à Édimbourg parfaite. J'y étais cet été, donc du coup j'ai pu voir le cimetière qui est la scène de départ où Jack déterre un cadavre. C'est pas un gros coup de cœur, mais j'ai trouvé ça original en fait. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire du gothique, et j'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé. J'étais complètement entraînée dans l'histoire d'amour. Le petit bémol, c'est que j'avais deviné la fin du tome 1 approximativement à la page 20. Mais le tome 2, par contre, a complètement bousculé mon idée, parce que là, pour le coup, je voyais pas du tout où on allait aller. Pourtant, je voyais qu'il y avait une intrigue qui se reconstruisait, quelque chose, mais je voyais pas où on allait. Donc le tome 2 était vraiment chouette aussi. Donc voilà, petite ambiance macabre, parfaite pour Halloween. Pour ma dernière recommandation, je voulais vous mettre un peu de BD. Et quoi de mieux que Sherlock Holmes? C'est parfait pour l'automne. Et regardez-moi ces beautés. Donc il y a tome 1 et tome 2. Ici, on suit donc l'histoire de l'affaire du ticket scandaleux. C'est donc d'après les livres de Arthur Conan Doyle, et c'est fait par Cyril Guéron et Benoît Dahan aux éditions Ankama. On est vraiment dans la tête de Sherlock Holmes, comme vous le voyez, avec cette superbe découpe en couverture. L'intérieur est absolument incroyable. Tout est pensé pour qu'on soit, en fait, il y a des fils rouges. On est dans la tête de Sherlock Holmes, quoi. On le suit même dans les rues. En fait, voilà, la mise en scène de cette BD est juste incroyable. Et pour moi, c'est une des BD les plus parfaitement accomplie et dessinée que j'ai pu lire jusqu'à présent. Enfin, elle ne ressemble à aucune autre. Elle nous plonge dans l'ambiance complètement, ou en tout cas dans l'ambiance que moi j'imagine pour Sherlock Holmes. C'est absolument parfait. Et donc là, on a en 2 tomes la résolution de l'histoire, ce qui nous permet aussi de ne pas avoir une intrigue trop rapide, parce que c'est un peu ce que je reproche aux BD avec une enquête policière qui se résout en un seul tome. En fait, c'est trop rapide. Et là, du coup, le fait d'avoir 2 tomes
Ça permet quand même de poser les choses, de prendre le temps. Vraiment, je vous la recommande cette BD. Et alors on s'était pas du tout concerté, mais j'avais aussi mis un petit Sherlock Holmes dans ma recommandation. Voilà, en grande fan de tout ce qui est roman policier, mais plus avec des enquêtes à l'anglaise. Comment ne pas vous conseiller Le Chien des Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle. C'est un roman que j'ai lu il y a très longtemps, pour être très honnête, je devais avoir 10-12 ans. C'est vraiment l'enquête parfaite d'automne, enfin d'ambiance un peu Halloween encore, puisque on est dans une famille où en fait il y a une malédiction. À chaque fois que quelqu'un meurt, il voit un grand chien noir, le chien des Baskerville, et donc du coup Sherlock Holmes va enquêter pour voir ce que c'est que cette histoire de malédiction. Évidemment lui il y croit pas du tout, lui il est pour la raison, et voilà. Faut forcément passer l'automne avec un petit Sherlock Holmes, ça fait du bien. Alors maintenant on va vous parler du coup de notre palle à rallonge, enfin d'un extrait du coup de notre palle, parce que sinon on serait resté avec vous pendant 3 heures je pense. Voilà, donc on a décidé de vous présenter 3 suites de séries et 5 livres chacune. Donc on commence par les petites suites de séries. Et moi donc je vous ai sélectionné d'abord alors un roman adulte, mais avec une ambiance tout à fait automnale pour moi. C'est Blackwater. Donc là je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant. La beauté de ces ouvrages. Monsieur Toussaint l'ouverture. C'est assez incroyable. Merci Monsieur Toussaint l'ouverture. Qui nous d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ce petit détail, il nous remercie à côté du prix voilà, de nos achats. C'est le petit détail qui fait plaisir. Hein, voilà. On est content de dépenser nos sous. Non, en vrai, on est vraiment content parce qu'ils sont vraiment trop bien. Oui. Alors après, le premier, j'avoue que je m'attendais à un côté fantastique très présent et ça ne l'est pas tant que ça. Alors, il y a un personnage qui est absolument horrible, mais c'est plus pour moi une saga familiale avec un côté un peu angoissant, une atmosphère un peu lourde, plus que un univers vraiment fantastique. Mais j'ai bien hâte quand même de découvrir la suite avec ce tome 2. Donc j'ai Blackwater de Michael McDowell. Alors pour ma part, encore un trou dans ma bibliothèque. En fait, je suis en train de lire le tome 1 de Gang des prodiges de Marissa Meyer. J'en suis à 90 pages de la fin. Et c'est très dur. J'ai envie de savoir. Donc du coup, évidemment, dans ma palle, il y aura le tome 2 que je ne me suis pas encore procuré. Énorme coup de cœur pour ce tome 1 en tout cas. Donc voilà, on est dans une ambiance un peu super-héros pour faire un très rapide résumé de la saga. On suit un personnage qui s'appelle Nova, qui est une prodige. Donc les prodiges, c'est des gens qui ont des super pouvoirs. On est dans une ville un peu, moi ça m'a un peu fait penser à Gotham, enfin voilà, toutes ces villes de super-héros qu'il y a dans les beaucoup moins sombres qu'il y a dans les comics. Et elle fait partie du clan des anarchistes. Et on suit en parallèle un deuxième personnage, Sketch, qui lui fait partie du clan opposé, qui est le clan des renégats. Voilà, ils sont tous les deux techniquement ennemis, voilà. Évidemment, pas totalement. Et donc du coup, on est dans une société où en ce moment c'est les renégats qui sont au pouvoir. Ils ont renversé les anarchistes il y a quelques années. Et en fait Nova va être envoyée, enfin va rentrer dans le camp des renégats de façon incognito pour essayer de trouver des indices pour renverser les renégats. Et donc leur pouvoir, quand même, on peut en parler de tous les deux. Sketch, lui, quand il dessine, ses dessins prennent vie. Il est assez cool, j'aime. Et Nova, elle ne dort pas. C'est déjà pas mal. Et en plus, quand elle touche quelqu'un, elle peut l'endormir. Voilà. Et voilà, il y a toute une multitude de personnages. Enfin, Marissa Meyer, son écriture est extrêmement fluide. On est embarqué dans son univers en... Je pense que j'ai lu la préface, j'ai envoyé un message à Marie en lui disant c'est bon, je suis dans l'histoire. Donc voilà, elle nous accroche, elle a une super plume, ses univers sont toujours très bien construits. Et puis elle a une façon d'apporter la romance qui est absolument géniale, c'est subtil. Et en même temps, on voit le truc se faire, mais on aime bien voir le truc se faire. Enfin voilà, c'est vraiment très bien amené. Et en fait, ce monde de super-héros, c'est plutôt malin. Donc évidemment, je vais lire le tome 2.
Alors, on a lu avec notre cercle littéraire le tome 1 de Magic Charlie en lecture commune récemment, en août. Voilà. Et du coup, je voudrais enchaîner avec le tome 2 parce que c'était très très chouette. J'aime beaucoup la plume d'Audrey Alouette dans son inventivité, dans sa créativité. Elle arrive vraiment à créer des univers qui sont hyper riches, parfois un peu complexes, disons-le. Mais j'ai adoré en tout cas suivre les aventures de Charlie dans le tome 1. Et donc je voudrais continuer, surtout qu'on nous a laissé un petit peu en suspense, un peu tout de même. Voilà. Donc on suit l'histoire de Charlie qui est en fait un magicien mais qui ne le sait pas. Donc au début du tome 1, la grand-mère revient et elle est retrouvée. En fait elle avait disparu pendant je sais plus combien d'années, qu'elle revient pas avec toute sa tête. Et donc Charlie va être plongé malgré lui dans cet univers des magiciens. Et donc on découvre avec lui tout cet univers assez magique. Il y a plein de personnages hyper attachants qui se dévoilent au fur et à mesure qu'on découvre. On ne sait pas trop s'ils sont plutôt gentils, plutôt du mauvais côté. Jusqu'au bout un peu on se demande. Ouais. Et puis il y a une serpillière. Ah, Pépouze. Il y a Pépouze, la serpillière, qui est absolument incroyable. D'ailleurs, j'espère qu'on va la retrouver dans la suite. Voilà, parce qu'on nous a laissé aussi sur un suspense vis-à-vis de Pépouze. Qui fait coucou du coin comme ça. Voilà. Magic Charlie, c'est vraiment un univers très très chouette et j'ai hâte de continuer. Et alors pour ma part, moi j'enchaîne avec le tome 2 de Percy Jackson, puisque j'ai lu le tome 1 cet été, juste après Magic Charlie je crois. Donc là le tome 2 c'est la mer des monstres, le tome 1 c'est le voleur de foudre. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 1, on l'a beaucoup comparé à Harry Potter et je comprends pourquoi, parce que c'est la même tranche d'âge, un peu la même construction d'histoire. Un garçon, alors là il n'est pas orphelin, mais on ne sait pas qui est son père, qui se retrouve rejeté par absolument tout le monde, de ses écoles, de ses amis, à qui il arrive des choses étranges, et qui un beau jour se retrouve en sortie scolaire. C'est assez drôle. Il est en sortie scolaire dans un musée et en fait il se bat avec sa prof de mathématiques, si je ne me trompe pas, qui se transforme en horrible monstre. Voilà. Et donc il se doute qu'il y a un truc bizarre, mais en même temps personne ne comprend de qui il parle, et puis en fait cette prof de maths elle a jamais existé, enfin voilà, il y a tout un mystère qui s'installe, et puis on va comprendre en fait assez rapidement que derrière tout ça il y a une histoire de dieu grec, et qu'en fait dans le monde moderne actuel, les dieux grecs existent, voilà. Et donc du coup Percy Jackson n'est pas n'importe qui, il est peut-être le fils de l'un d'eux. Voilà. Donc il se retrouve dans une école, il part à l'aventure, il se fait des amis, voilà, il y a de la magie, de la mythologie, c'est très malin, très bien construit. J'ai trouvé la façon de mêler la mythologie au réel très bien faite. Et donc du coup j'ai hâte. Une petite lecture de suite, même si c'est pas spécialement une lecture d'automne, j'ai besoin de savoir la suite. Alors moi, je vais maintenant vous parler d'une suite de séries qui traîne dans ma bibliothèque depuis beaucoup trop longtemps. Il va falloir vraiment que je m'y mette, surtout que c'est parfait pour l'automne. Il s'agit des Sœurs Carmine de Ariel Holtz. Ariel Holtz qui est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai découvert avec le premier tome de cette série, il y a bien longtemps. Et tout de suite j'ai été conquise par une plume à la fois riche, fluide, inventive aussi dans les mises en scène, etc. C'est bourré de références, d'humour un peu noir. Et donc là, les Sœurs Carmine, on suit Mériver, Tristabel et Dolorine. Et Dolorine est la petite dernière qu'on découvre dans les 2 premiers tomes par ses carnets. Qui sont à chaque fois pour moi les meilleures pages des 2 premiers tomes, donc je ne sais pas pourquoi je fais traîner cette lecture depuis autant de temps, parce que là on suit vraiment l'histoire de Dolorine et de Monsieur Nyx, qui est une sorte de poupée qui lui parle et qui est assez sombre lui. Très cynique. On sent dans cette série, on sent ces influences de
Jane Austen, d'ambiance un peu gothique aussi. Là, il parle aussi de la comtesse de Ségur, de Roald Dahl. C'est un peu tous ces univers qui se mélangent dans cette série. Et c'est absolument incroyable. Donc j'ai hâte d'y retourner. Alors j'enchaîne avec une nouvelle série de David Brie, Les héritiers de Brizen. Donc ça c'est le tome 1 et je dois lire le tome 2. C'est de la fantasy pour les enfants de 8-12 ans que j'ai trouvé très juste dans la façon dont il amène l'histoire pour les lecteurs qui découvrent la fantasy. Dans le tome 1 c'est juste un petit aperçu de l'univers et il donne des petites pistes au fur et à mesure, donc voilà, j'ai trouvé ça très malin dans l'écriture. Et donc on suit Enguerrand, Grégoire et Aliénor, il y en a 2 qui sont frères et sœurs mais je sais plus lesquels, qui vivent dans un village qui est entouré de forêts et c'est un monde où la magie a disparu suite à une guerre. Sauf qu'en fait elle a peut-être pas totalement disparu. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus, mais c'est un peu une histoire à lire au coin du feu. Avec vraiment une très grosse présence de la forêt dans le tome 1, je sais pas trop ce qu'il en est de la suite, mais voilà pourquoi aussi je l'ai mis dans ma palle d'automne évidemment. C'est une série qui est terminée, voilà, qui est chez Nathan, avec des petites illustrations évidemment. Voilà, c'est une histoire dans laquelle on rentre tout seul, j'ai trouvé ça vraiment mignon, et puis voilà, un petit univers de fantasy pour les enfants, ça fait du bien. Alors maintenant les extraits de notre palle one shot. Je vais commencer avec celui qui crie le plus automne dans toute ma palle, je pense, qui est une BD. Il s'agit de Sombre Citrouille, qui est adapté d'un roman de Malika Ferjouk, si je ne me trompe pas. Ou alors elle l'a écrit directement pour la BD. Peut-être que je me trompe et que c'est directement pour la BD. Et donc illustré par Nicolas Pitz. Comme vous pouvez le voir sur les illustrations intérieures. On a les couleurs de l'automne, on a vraiment cette ambiance automnale. On parle de citrouille, que voulez-vous, voilà, c'est une histoire de famille, je crois qu'il y a une enquête aussi, je veux pas trop en savoir plus. J'ai envie de me laisser porter, surtout que j'ai toujours entendu beaucoup de bien de Malika Ferjouk et de sa plume, de ses histoires. Donc comme je n'en ai pas encore lu, je me dis que c'est un bon moyen de la découvrir aussi. Voilà, Sombre Citrouille. Et c'est publié chez Rue de Sèvres. Alors, pour ma part, celui-là je ne l'ai pas encore, il s'agit de Dents de soie de Maëlle Desarre. Je suis une énorme fan de Maëlle Desarre. J'ai lu À un cheveu, Les tribulations d'Esther Parmentier, L'école de minuit, j'ai trouvé que tout était hyper chouette. Gros coup de cœur pour Esther Parmentier, mais À un cheveu aussi, j'avais adoré. Voilà, elle a une plume qui est drôle, qui est moderne, féministe, enfin vraiment géniale, et pleine de références pour les personnes nées dans les années 90 et qui ont grandi dans les années 2000, donc c'est absolument génial, moi j'adore. Et puis voilà, elle est drôle, et Dents de soie, on est sur une romance, d'après ce que j'ai compris, fantasy, Romantaisie. Avec un côté un peu dark, mais à la Maëlle Desarre, je pense que c'est génial. Et c'est l'histoire d'une fée. Son pouvoir repose... en fait, au plus on a de pouvoir quand on est une fée, au plus on est grosse. Ce qui fait le pouvoir. Parce que c'est une concentration de magie. Et elle rencontre... c'est un vampire ? Ouais, c'est un vampire. Un vampire sans dents. Voilà. Enfin voilà, je connais pas très bien l'histoire, je me laisse entièrement porter sans aucun souci, tant que c'est chez Rajo, si je ne me trompe pas. Non, c'est Slalom. C'est Slalom, celui-là ? Je crois que c'est chez Slalom. Et la couverture est... Je la trouve trop belle. Elle est très voilà, et puis voilà, les personnages de Maëlle Desarre sont originaux, et puis vraiment modernes. Et je trouve que c'est vraiment la force de sa plume, c'est de réussir à nous faire voyager sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'il faudrait qu'on voit plus. Et c'est sans tabou. Voilà, exactement. Complètement sans tabou. C'est rafraîchissant. Ouais. Moi j'ai juste lu Un cheveu, mais voilà, je peux dire ça. Voilà, donc du coup, Dents de soie. Eh bien, on va repartir avec un auteur déjà présenté, mais on s'était pas vraiment concerté. Et puis voilà, c'est David Brie.
à qui j'ai acheté Le Chant des Géants, paru aux éditions de l'Homme sans nom. Je vais vous lire la 4e parce que vous verrez, pour moi la 4e, ça crie l'automne. Écoutez ça. Entrez, entrez. Asseyez-vous, n'ayez pas peur. Il reste de la place, là, au fond, près de la cheminée. Oui, c'est bien, très bien. Commandez des bières, des pommes braisées, ce que vous voudrez, mais faites vite. Vous autres, dans la paille, rapprochez-vous, calez-vous contre les murs, les tonneaux, les pieds de table. Voilà, le feu ronfle, les bûches craquent, la nuit est tombée, les marmites sont vidées. Laissez-vous aller, fermez les yeux, juste un peu, et écoutez-moi. Je vais vous raconter une histoire, celle de notre île d'Ouestan, où dorment 3 géants, belles, aux rêves de mort et de musique, le Borcham, mère du brouillard, des collines et des plaines, et enfin le puissant Fraèch, aux songes de gloire et de bataille. Je vais vous parler de guerre, d'amour et de trahison, de cris, de sang et de larmes. Je vais vous parler de grands espoirs, de ce qui est vain, de ce qui meurt. Alors fermez les yeux, laissez-vous aller. Voilà, mon histoire commence sur la lande, en bord de mer, dans le château de l'étrange roi Lothar. C'est parfait, c'est parfait. Voilà, on veut continuer. D'ailleurs, en fait, cette 4e, c'est le tout début de l'histoire. C'est parfait pour l'automne. Moi, c'est tout ce que j'aime dans la fantaisie. En plus, David Brie, j'ai déjà lu un de ses romans. Il a une plume absolument délicieuse. C'est plein de poésie et en même temps, c'est pas des sujets simples. J'avais lu Que passe l'hiver et c'est assez méditatif. Là, je sais pas si... Je crois que celui-ci est un peu plus guerrier. En tout cas, j'ai vraiment hâte de retrouver la plume de David Brie et de me plonger dans ce chant des géants que je pense qu'il faudrait que je me mette vraiment sous un plaid en mode cocoon. Voilà. Alors j'enchaîne avec Hollywood Monsters, qui est évidemment une lecture que je vais lire plutôt en octobre. Ambiance un peu Halloween, qui est écrit par Estelle Faye et Fabien Legeron. Bon, Estelle Faye, elle a une plume incroyable en fait. J'ai surtout lu d'elle des nouvelles. Elle a une façon de vous attraper, de vous planter dans un décor et de vous transporter dans son histoire qui est incroyable. En 3 lignes, elle est capable de le faire. Donc du coup, voilà, on peut aussi aller assez les yeux fermés sur Estelle Faye. Et puis j'aime trop l'ambiance que dégage la couverture. On est à Hollywood, voilà, on est dans le monde du cinéma et il se passe des choses étranges. Voilà, des stars de films qui disparaissent, ce genre de choses. C'est chez Gulfstream, la collection Echo. Donc lecture parfaite pour l'automne, évidemment. Il fait aussi partie de ma palle d'ailleurs. J'ai depuis très longtemps dans ma bibliothèque ce roman graphique tiré de l'univers d'Entretien avec un vampire qui est ici en anglais. Je suis pas sûre qu'il ait été traduit en français. Donc c'est une adaptation de d'Anne Rice faite par Ashley Marie Witter. Voilà. Et c'est juste Entretien avec un vampire, pour moi c'est la base des films, enfin je dis film parce que je l'ai vu en film plutôt que je ne l'ai lu, en fait c'est un livre à la base. Rendons à César ce qui est à César. mais c'est une histoire incroyable et l'un de mes personnages préférés en tout cas c'est Claudia, et donc là on suit justement l'histoire de Claudia dans un roman graphique aux vibes juste parfaites pour cet univers, j'ai envie de dire. Ça a l'air incroyable. Donc j'ai hâte de me plonger là-dedans. Je pense que pour tous ceux qui aiment ce genre un peu voilà, horrifique, vampirique, un peu gothique. Tout à fait, très gothique. Je suis sûre que ça plaira et moi j'ai hâte de découvrir. Alors pour ma part, j'étais obligée de mettre une petite enquête qui se glissait dans ma palle d'automne. Et pour ça, enfin je sais pas, la couve me fait un peu penser quand même à un mood automne. Donc je me dis que ça passe. Il est aussi dans ma palle. Les enquêtes de Jane Austen. Et là c'est le tome 1, le fantôme de l'abbaye.
chez Albin Michel de Julia Golding. Et donc là on est sur la réutilisation de l'univers de Jane Austen, en particulier du roman Northanger Abbey. Voilà, donc il faudra peut-être que je lise d'abord Jane Austen quand même pour avoir un peu l'ambiance. Et donc là on est sur une petite enquête pour les enfants. Voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, j'aime bien les enquêtes. Eh ben, on a parlé tout à l'heure de Marissa Meyer. Et moi, il me reste celui-ci à lire, Gilded. Qu'elle a pris dans ma palle aussi. Voilà, publié aux éditions de Saxus. Ce sera d'ailleurs mon premier de Saxus que je lirai. Et ici, alors, j'ai pas lu la 4e, je veux pas en savoir plus que le fait que c'est Marissa Meyer qui l'a écrit et que c'est une réécriture du conte de Rumpelstiltskin. Voilà, ça suffit. Un de mes personnages préférés de Once Upon a Time. Voilà, donc pour moi, alors de ce que j'ai vu, c'est quand même une ambiance assez sombre. Ambiance un peu gothique aussi, j'ai l'impression. On est dans un manoir. Et puis la couve est sublime. Et la couve est superbe. Voilà, donc j'ai hâte. Alors, j'enchaîne avec un livre qui est dans ma palle depuis Montreuil de l'année dernière. Voilà, ouais, quand même. Et je l'avais commencé, j'ai arrêté parce que c'était pas le moment de le lire. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue. J'achète assez rarement des reliés, question financière, pas question de cœur. Et j'avoue, celui-là, j'avais craqué pour le relier au Salon du Livre de Montreuil. C'est chez Lumen, c'est de Vieux Schwab. Donc, en gros, l'histoire d'une femme dont personne ne se souvient jusqu'au jour où elle tombe sur quelqu'un, sur un homme qui va se souvenir d'elle, parce qu'elle est frappée d'une malédiction. Voilà, l'ambiance me tente bien, on m'a dit que c'était bien écrit, j'avoue que j'y vais aussi un peu, comment dire, on n'a pas intérêt à m'avoir menti. Tu as des attentes très hautes. Je suis peut-être légèrement chiante avec ça. Non mais voilà, moi j'aime bien quand la plume est très travaillée et en fait du coup, vu ce qu'on m'a vendu, je me dis que ça va être le cas, mais du coup j'ai peur que ce soit pas le cas. Donc voilà, j'espère que ce sera un coup de cœur. Moi je finis avec une ambiance un peu plus cosy, en tout cas je l'espère. Il s'agit de Myriam et le thé du juste moment de Sophie Noël. C'est paru chez Scrinéo. Et alors c'est un livre, je n'en avais jamais entendu parler et puis un jour en librairie je suis tombée sur cette magnifique couverture qui m'a vraiment fait de l'œil. Et je sais pas, j'ai beaucoup des impulsions en librairie en général et là c'était le cas. Il s'est retrouvé dans mon panier, voilà, je l'ai acheté, il s'est retrouvé chez moi aussi. Voilà. J'aime bien aussi me plonger dans des histoires sans trop savoir de quoi ça parle, donc je n'ai fait que parcourir très vaguement la 4e de couve, mais je sais que c'est gourmand, on va y parler de livres, de thé, de café d'ailleurs, et de fées. C'est une librairie qui s'appelle Thé ou Café, voilà. Donc moi je veux pas en savoir plus, je pense que ça va être assez cosy, une histoire aussi avec beaucoup d'émotions, des amitiés, des relations familiales, voilà. Donc j'ai hâte de m'y plonger aussi. Je termine aussi avec un petit roman cosy, que je sais que Marie va me piquer. Légende et latte de Travis Baldry aux éditions Yinis. Voilà, je l'ai vu pas mal de fois un peu partout et puis un beau jour je traînais et puis j'étais dans une librairie, c'est des choses qui arrivent et puis voilà, il s'est retrouvé dans mon panier, c'était pas du tout raisonnable mais c'est pas grave. Donc je me suis dit que c'était une lecture parfaite pour l'automne, cosy, puisque bon, c'est vrai que j'ai surtout présenté des choses où il y avait un peu d'horreur. Moi aussi, de frissons, des choses comme ça. Là, pas du tout, puisque on est plus dans une ambiance tranquille, posée. Alors pareil, j'ai pas vraiment lu la 4e, mais bon, comme je vois qu'il y a des... Voilà, c'est de la fantaisie, donc du coup, on est vraiment dans le mood automne. Je crois que c'est une orque qui veut ouvrir son café, C'est ça, un truc comme ça. parce qu'elle aime pas justement les combats et tout ça. Voilà. Donc un petit truc posé pour l'automne, c'est pas mal. C'est parfait. On a réussi à venir à bout. Oui. Et alors moi je voulais aussi vous parler d'un challenge littéraire qui se passe en automne.
Il s'agit du Pumpkin Autumn Challenge auquel j'ai décidé de participer cette année. J'ai un carnet de lecture dans lequel je me suis fait du coup quelques petites pages dont je suis assez fière, j'avoue, avec pas mal de papeterie que j'ai pu me procurer récemment. Je vous mettrai dans la barre d'infos un peu les comptes chez qui j'ai pu acheter ces stickers qui sont trop chouettes. Il y a à la fois le côté un peu frissonnant, le côté très cosy. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis beaucoup de livres dans ce challenge. Mais c'est pour pouvoir avoir le choix aussi et me dire que je vais pouvoir sélectionner en fonction de ce que je veux lire sur le moment. Parce que c'est vrai que des pales, des fois, j'ai du mal à les tenir parce que c'est ce que j'ai envie de lire ou c'est ce que je mets en me disant ce serait bien que je les lise pendant l'automne. Et au final, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de lire sur le moment. Donc voilà, ça permet un petit peu de sélectionner en fonction des envies du moment. Ouais. Voilà. Oui, je fonctionne un peu pareil, c'est-à-dire que quand j'ai un chariot qui me sert de palle, je mets plein de choses dedans, mais ça veut pas dire que je vais les lire, ça veut juste dire que j'ai envie de les lire. Et puis soit ils passent à la casserole tout de suite, soit ça attend, c'est pas grave. C'est ça. Alors pour faire un peu une ambiance automne, et moi il y a un conte dont j'aimerais bien parler, c'est celui de Caro from Moonland, qui est absolument génial. C'est une créatrice. Elle dessine, elle fait plein de choses. Voilà, la petite tasse qui vient de chez elle, là, elle en a une nouvelle qui vient de sortir. Et elle a aussi un petit livre qui s'appelle Mon Cosy Automne. J'avais acheté celui du printemps, je pense que je vais acheter celui de l'automne aussi, où elle donne plein de petits trucs pour se mettre dans l'ambiance automne. Des recettes de cuisine, un art de vivre en fait. Voilà. Et c'est vrai que j'avais un peu regardé ses vidéos YouTube aussi, et c'est vachement chouette. Et elle vend aussi des illustrations, donc il y a mon petit cadre Star Zolo. Parce que bien sûr, qui dit automne dit Gilmore Girls. Oui, c'est un peu la série qu'on a envie de regarder en automne. Je suis complètement d'accord. J'ai une question. Oui. Team Jess ou Dean? Mon problème, tu vas me haïr. Je vais me faire lyncher en direct. C'est que je n'ai pas regardé toutes les saisons de Gilmore Girls. Ah. Et que... T'as pas eu Jess? J'ai commencé à la voir, mais je l'ai trouvée exécrable. Ah. Parce que du coup, je suis pas arrivée, je pense, au moment où il commence à devenir sympathique. Et du coup, j'étais plutôt Dean. Mais je dois avouer qu'en les revoyant plus tard, Dean est quand même un peu con-con. Un peu niais. Dean est un peu insupportable en vrai. Et en fait, je me suis dit comment j'ai pu tomber amoureuse de ce gars quand j'étais ado. Donc aujourd'hui, tu vois, je me replongerai dedans cet automne et je te redirai. Ok, très bien. Alors évidemment, moi quand je pense à Dean, je pense à l'acteur. Et en fait, je pense aussi à Supernatural. C'est pas du tout la même ambiance, hein, on est d'accord? On passe du cosy à l'horreur. Voilà, mais j'avoue que moi, l'automne, c'est aussi un peu toutes ces ambiances-là, donc il y a aussi un peu Supernatural. Ouais. C'est vieille série, hein. Ouh là là. Elle a pas très bien vieilli, je préfère vous prévenir. Ah, mais Dean. Enfin, pour le coup, c'est pas le même Dean. Mais... Oui, d'accord. Supernatural, c'est le duo d'acteurs là, qui tient le truc quand même. Moi, il y en a une aussi là qui me tente bien. Il y en a une qui me tente bien et une que je trouve parfaite. Alors, surtout pour la saison Halloween. Pour le coup, je regarde pas beaucoup de séries horrifiques, mais Stranger Things. Ah ouais, j'y avais pensé. Quand même, disons-le, c'est une série incroyable. Attendez, il faut quand même que... On est sur une vidéo d'automne, je suis obligée de vous montrer Charlie. Coucou Charlie. Tu dis bonjour à la caméra? Ouais, parce que j'ai quand même le chat d'une sorcière. Petit chat noir et son bikini. Oui, parce qu'elle a le ventre blanc. Désolée, vous allez voir sa queue. Donc, je sais plus ce que je disais, du coup, Stranger Things. Oui, très bonne série pour, effectivement, pour l'automne. Et puis pour se replonger dans les années 80, les acteurs enfants sont incroyables. Pas que enfants, mais notamment, je trouve, les enfants sont incroyables. Voilà, et puis une que je voudrais regarder, c'est Mercredi. Ah oui, alors je l'ai commencé. Ouais. Pareil, je vais me faire lyncher, j'ai pas du tout accroché.
Ça arrive, hein. Mm. C'est pas moi qui vais te challenger, je l'ai pas encore commencé. Pourtant, j'adore la famille Addams, enfin les films et tout, je les ai beaucoup regardés quand j'étais petite. Mais ouais, j'ai pas du tout accroché à la série, je sais pas pourquoi. Et ben écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Oui. Donc rendez-vous à l'heure des livres, on vous donne rendez-vous toutes les 2 semaines Oui. sur cette chaîne pour des papoter livres et autres. Alors vous verrez, du coup, on a le fond qui change, la bibliothèque change, parce qu'en fait, on alterne un coup chez moi, un coup chez Marie. Voilà. Enfin, ce sera peut-être pas un coup sur 2, mais voilà. On verra. Donc là, cette fois, on était chez moi. Ce qui nous a permis de vous montrer Charlie aussi, de Bah vous oui. présenter Pour une petite vidéo cette d'automne. superstar. Alors, elle est sur mes genoux en train de ronronner. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez lu des livres qu'on a présentés, s'il y en a qui vous intéressent, si vous avez des recommandations à nous faire aussi en lecture plutôt automnale. Agrandissons notre page. On n'est n'est plus à ça plus à ça près. Non, on est plus à ça près. Tout va bien. Et si vous êtes un peu timide, et ben mettez-nous juste un emoji feuille d'automne. Voilà. On Voilà. saura que vous êtes arrivé au bout de cette très longue vidéo. Tout à fait. Et puis, ben, on vous souhaite des lectures pétillantes. Et de jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt. bientôt.